Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'est la sophrologie. J'ai donc eu le plaisir d'accueillir Camille, sophrologue. Elle nous partage donc son parcours, comment elle est devenue sophrologue, les personnes qu'elle accompagne et pourquoi et quand consulter un ou une sophrologue. Elle nous explique également l'importance de la respiration notamment, mais pas que. Et elle nous guidera dans cet épisode à travers un exercice de respiration. Alors si, comme moi, tu as parfois besoin de te reconnecter à toi pour ton bien-être, cet épisode est fait pour toi. Alors détends-toi, respire profondément et laisse-toi emporter par cette discussion avec Camille dans la joie et la bonne humeur. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça. En te reboostant et en te donnant le sourire principalement. Mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Donc bonjour Camille. Bonjour Alexandra. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ton métier de sophrologue. Mais avant toute chose, nous allons faire un petit jeu rapide de questions. Questions-réponses. Es-tu prête? Oui, merci. Alors, c'est parti. Quelle est ton expérience du célibat? Tu es novice, experte, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas partie de ton dictionnaire interne. Autre question? Novice. Quelle est pour toi la relation parfaite? Que cela soit amicale, sentimentale, familiale, en une phrase, s'il te plaît. Relation parfaite, pour moi, c'est une relation basée sur le respect, la confiance, la complicité et voilà. C'est pas mal, déjà. Ta musique préférée pour un moment à deux? Alors, j'ai pas vraiment de musique préférée pour un moment à deux, mais peut-être une musique joviale, type latino, ce genre de choses, j'aime bien. Ok. Alors, as-tu un mentor dans la vie, une personne qui t'inspire? J'aime beaucoup toutes les personnes qui font du développement personnel. Après, j'ai pas particulièrement de mentor. En ce moment, je suis beaucoup mon ami Yannick Alain, mais voilà, vous pouvez aller voir qui c'est, mais voilà, c'est juste parce que c'est une personne qui est bienveillante, gentille et profondément inspirante. Ok, merci, on ira voir ça. Comment j'irai découvrir. Donc merci beaucoup pour tes réponses. J'ai eu envie de t'inviter donc par rapport à ton métier de sophrologue, comme je te le disais tout à l'heure, pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'est la sophrologie et comprendre comment tu peux accompagner donc les femmes célibataires, notamment si tu en accompagnes, mais on reviendra là-dessus, et pas que, j'imagine, tu accompagnes beaucoup et tu nous en parleras un petit peu plus. En début de semaine, nous avons chacune demandé via nos réseaux sociaux quelles questions les gens voulaient te poser sur le thème évidemment de la sophrologie. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient participé et donc je te les poserai aujourd'hui. Maintenant, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es? Oui, alors donc, je suis Camille, je suis maman de 3 enfants qui sont presque tous ados, gros au travail. Je suis pas célibataire, je suis mariée depuis plus de 15 ans et je suis passionnée par l'être humain, donc du coup voilà, j'ai une formation d'infirmière. Je suis infirmière depuis très longtemps et sophrologue depuis quelques années aussi maintenant, et voilà, et j'accompagne les gens pour aller mieux. D'accord. Donc justement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la sophrologie autour de nous, enfin en tout cas pour ma part, sans finalement vraiment savoir ce que c'est. Alors j'ai compris une chose, que ce n'était pas
qu'un travail sur la respiration. Non, c'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel qui a été inventée dans les années 60, donc c'est vraiment pas récent. C'est quelque chose qui a été inventé par le docteur Caicedo, qui était colombien et qui a implanté son école en Andorre. Sa fille a repris le flambeau. Il y a plusieurs écoles. Toutes les écoles sont basées sur à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on cherche à harmoniser le corps et l'esprit, c'est-à-dire que quand le corps va mal, en fait, il y a des manifestations, et donc, par exemple, quand on est stressé, on a mal au dos, on a des tensions physiques, et donc on n'arrive pas à réguler ses émotions, donc le corps et l'esprit ne sont pas alignés. Donc l'idée de la sophrologie, c'est par de la respiration, de la relaxation, des visualisations positives, meilleure connaissance de son corps, qu'on va réharmoniser les émotions et toutes les manifestations associées. D'accord. Voilà. Donc on va apprendre à connaître ses émotions, parce que les émotions, en fait, c'est quand même important de savoir les repérer, et tous les sentiments associés aux émotions. Donc par exemple, un événement extérieur, je sais pas, prendre la parole en public, ça génère du stress. L'émotion, c'est l'angoisse, le stress, la peur, tout ça. Et donc du coup, on va pouvoir réguler un petit peu en faisant des exercices de respiration pour se donner du courage, pour mieux contrôler sa respiration, avoir moins le cœur qui palpite, ce genre de choses. Et on va arriver à mieux gérer tout ça. Mais c'est beaucoup d'entraînement. C'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose où il faut s'entraîner, en fait. Ouais, c'est de l'entraînement. Et après, quand tu dis reconnaître ses émotions, mais aussi peut-être les accepter, non? Finir par les accepter ou pas du tout? Oui, les accepter, mais c'est surtout les reconnaître, en fait, parce que les émotions, elles font partie de notre vie. C'est sain d'avoir une émotion. Ouais. C'est normal. La tristesse, la joie, la peur, c'est quelque chose la colère, ce sont des émotions qui sont saines et naturelles. On n'est pas obligé de les enlever. Mais par contre, il faut savoir les reconnaître et faire en sorte qu'elles ne débordent pas. Donc, par exemple, quand on vient de perdre quelqu'un, c'est normal d'être triste. Maintenant, quand ça fait plus de 6 mois et que en fait on n'arrive toujours pas à aller de l'avant, et que voilà, donc c'est là que ça devient plus compliqué. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de réguler ces émotions, qu'elles ne deviennent pas envahissantes. D'accord. C'est bien ça pour les hypersensibles. Oui. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. J'y pense parce que je suis hypersensible et je sais que des fois j'ai beaucoup de mal à gérer justement mon trop plein d'émotions. Ou des fois t'es dans le contrôle justement, et où des fois tu l'es pas du tout parce que t'as ce trop plein et t'arrives pas à le gérer. Et du coup, je pense que la sophrologie peut beaucoup aider, notamment. L'hypersensibilité, je peux t'en parler moi aussi, parce que effectivement, moi aussi, je suis hypersensible. En plus de ça, depuis que je suis maman, l'hypersensibilité, ça fait partie de mon quotidien. Les enfants, d'ailleurs, ont tendance à rigoler quand je pleure devant un film. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent chez moi. Je peux passer du rire aux larmes en 30 secondes, mais effectivement la sophrologie, ça aide beaucoup. Voilà, il faut pratiquer vraiment dans son quotidien pour que ça soit efficace, mais voilà, ça fait partie, c'est une façon différente de voir la vie, en fait. D'accord. OK. Je crois que tu vas nous donner au moins un petit exercice, et peut-être plusieurs, mais ça, on verra, et ça sera peut-être des surprises pour l'avenir. Parfait. Et donc, tu parlais que tu étais infirmière. Qu'est-ce qui a fait que tu en es venue à la sophrologie? Donc, en fait, je suis infirmière depuis quelques années, presque 15 ans maintenant. Et en fait, j'ai découvert la sophrologie dans le cadre de mes grossesses. Mon fils Maxime, qui a 12 ans, la sage-femme était sophrologue, donc j'ai découvert la sophrologie à ce moment-là. Et j'ai pratiqué pour moi, donc au niveau perso. Et ensuite, lorsque j'ai été infirmière en dermatologie, j'ai découvert la sophrologie au niveau de la pratique médicale. Ça aide la sophrologie dans un cadre médical à gérer tout un tas de choses, notamment lors d'une intervention chirurgicale, des petites chirurgies, on peut réduire l'anesthésie en faisant de la sophrologie, parce que ça permet de se détendre, ça permet de faire, d'être beaucoup plus à l'aise. On pense à sa respiration, on pense à quelque chose d'agréable, et en fait, l'anesthésie est moins importante. Donc, c'est là que j'ai découvert la sophrologie au niveau professionnel, et donc je me suis formée, et j'ai beaucoup lu, beaucoup
je me suis beaucoup renseignée sur ce que c'était que la pratique professionnelle et j'ai voulu en faire mon métier parce que je me sentais plus de faire des soins infirmiers. Au bout d'un moment, quand on est infirmière, certaines se reconnaîtront peut-être, le soin technique, faire des pansements, des injections, ça devient lourd psychologiquement. Donc du coup, on a du mal moi j'avais du mal à faire mal en fait. J'ai toujours été tournée sur les autres et aider les autres, ça a toujours été une grande motivation chez moi. Mais là, faire mal, faire des pansements, faire des soins invasifs, douloureux, c'était très compliqué. En plus de ça, je me suis retrouvée en période de Covid où le soin était vraiment très compliqué, les masques, bref. Donc du coup, j'ai eu besoin de prendre soin des gens autrement. Et donc la sophrologie a été un moyen de prendre soin des gens autrement. C'est pour ça que je me suis installée en cabinet et que j'ai décidé d'arrêter plus ou moins les soins infirmiers. En fait, j'accompagne toujours des gens au niveau infirmier en faisant de l'éducation thérapeutique, en faisant des choses différentes de la relation d'aide qui est le rôle propre infirmier. Voilà, c'est des choses que je fais quand même au quotidien. Après, je suis pas une infirmière qui est prescrite par un médecin. Mais je reste quand même toujours avec ma casquette d'infirmière. Quelque part là, j'ai mélangé mon rôle de maman, mon rôle de femme, mon rôle d'infirmière, j'ai mis la sophrologie dedans, j'ai secoué le grand sac et hop, ça fait moi. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, mais après moi je sais que j'ai une amie aussi qui est infirmière qui a arrêté il y a pas très très longtemps parce qu'il y a aussi ce côté quand tu vas voir les gens en général c'est qu'ils vont pas bien. Donc après t'as aussi ce côté, tu parlais avec le Covid, je pense qu'il y a eu pas mal de choses négatifs qui ont fait que oui, tu voulais accompagner les gens, mais peut-être plus positivement finalement. C'est ça. Et, c'est ça. Les tirer vers le haut finalement, si je peux me permettre. C'est ça. Donc, ok. Et donc, du coup, quelles sont les personnes que tu accompagnes de façon générale et dans quelle situation il est bon de venir te voir? Alors, les femmes sont la principale cible des gens que j'accompagne. Les femmes, les enfants, les adolescents. C'est pas que que ça va pas avec les hommes, hein, mais c'est juste que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace et que en étant une femme, je sais à peu près de quoi elle parle. Et puis on dit souvent qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Donc du coup, je pense que la loi de l'attraction fait son effet. En tout cas dans mon cabinet, ce sont les femmes, les enfants et les adolescents qui viennent à 99% me voir. Bon, après, je pense aussi que les hommes, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais tout ce qui est développement personnel et tout ça, alors je dis pas qu'ils s'y intéressent pas, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui s'y intéressent et qui mettent le nez dedans, mais je pense que c'est quand même plus féminin. C'est vrai, tout à fait, oui, les hommes, ils ont du mal à prendre soin d'eux ou à accepter qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça, exactement, je pense. Ouais. Où ils vont prendre soin d'eux, physiquement, là, il y a pas de souci, mais psychologiquement, et essayer de comprendre et tout ça, je pense que c'est pareil, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais majoritairement, c'est plus difficile, je pense. Tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, demander de l'aide, c'est pas facile non plus quand on est un homme. Voilà. C'est pas forcément le cas aussi quand t'es une femme de demander de l'aide, mais je pense que pour un homme, c'est encore plus difficile. L'ego. C'est ça. L'ego fait que c'est difficile. Ouais, j'entends, Tout à fait. Et pourquoi les gens viennent me voir dans mon cabinet? En fait, ils viennent me voir. Alors bon, pour les enfants en général, c'est des problèmes d'émotion, de confiance en soi, souvent, quelquefois des troubles du sommeil. Les adolescents, c'est beaucoup de stress, les choses liées au Covid, l'après-Covid, c'est vraiment très très important. Il y a eu beaucoup de traumatismes liés au Covid, le fait d'avoir été éloigné, le fait d'avoir été coupé du monde, ne plus dire bonjour, ne plus faire la bise, ce genre de choses. Il y a plein de choses qui ressortent maintenant. Le fait d'être masqué aussi, le fait d'être masqué, caché, l'image de soi. L'image de soi. L'image de soi. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et au niveau des femmes, en fait, j'accompagne toutes les femmes de n'importe quel âge, que ce soit de l'âge de 20 ans jusqu'à 80 ans. C'est vraiment tout type de profil. J'accompagne également les femmes enceintes pour les aider dans leurs angoisses, parce qu'on sait que il y a des angoisses qui sont liées à la grossesse, l'accouchement, ce genre de choses. Et en plus, j'interviens en entreprise dans le cadre de la qualité de vie au travail. Et en fait, les hommes n'ont
pas trop le choix. Ils viennent dans les groupes que je propose en entreprise parce que ça est mis à disposition de toutes les équipes. Et en fait, les hommes au départ, ils sont pas très réceptifs et ils sont un peu méfiants, mais finalement, ils apprécient grandement tout ce qui est travail sur la visualisation, la respiration, parce que finalement, ils ont l'habitude de prendre soin d'eux au niveau corporel, parce qu'ils font du sport, parce que ils font des performances physiques, mais finalement, leur mental, ils ne les en prennent pas trop soin. Et c'est quand même dommage de pas pouvoir le faire en cabinet, mais bon, en groupe, c'est rassurant. Du coup, d'être... Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils ont finalement pas le choix non plus. Ouais. Et d'accord, ok, ouais, ils ont pas le choix parce que ils se disent quoi, c'est ce que tu disais à un moment donné. Mais il y a aussi autre chose. En off, tu me disais que c'est aussi parce que ils ont tendance à dire, moi, je sais respirer, je sais faire, c'est quoi cet exercice. C'est ça. C'est ça. Au début, alors après, c'est comme pour les ados, les hommes, c'est des grands ados. Non, je plaisante. Non, tu peux le dire. Mais en fait, ils ont tendance à se trouver ridicules. Quand on fait un exercice, il y a des exercices où on doit bouger les bras, les mains, et ils se trouvent très vite ridicules. Mais voilà, comme les adolescents. Et en fait, au bout d'un moment, ils se disent, ah ouais, mais en fait, j'ai plus mal au dos parce que j'étais concentrée sur mon mal de dos, et finalement d'avoir fait ce mouvement associé à la respiration et à la visualisation positive, du coup je pense plus à mes tensions, et ça c'est hyper ils y viennent du coup à cette méthode de développement personnel. Après, ils viennent pas trop dans mon cabinet, mais dans le sein des entreprises, c'est pas mal. Ouais, déjà, ça leur donne au moins une approche. Voilà, ça leur permet de le découvrir en tout cas. Ouais, c'est ça. Et ensuite, j'accompagne quelques femmes célibataires aussi. D'accord. Mais voilà, j'avoue que je n'ai pas forcément fait le lien entre les femmes célibataires et les femmes en couple. D'accord. Mais il y en a quelques-unes que j'accompagne. Ouais. Ok. Et justement, par rapport à ces femmes célibataires, est-ce que elles viennent pour les mêmes problématiques entre guillemets que la plupart des personnes qui viennent te voir, ou peut-être est-ce qu'il y a une petite orientation, enfin bon, même si finalement tu dis t'as pas forcément fait le lien, mais est-ce que du coup elles ont peut-être elles mettent ça en avant, le fait d'être seules, peut-être en lien avec la solitude, ou je sais pas, ou pas du tout? Alors il n'y a pas forcément de lien avec la solitude, mais souvent ces femmes célibataires ont des troubles du sommeil et des gros problèmes de confiance en elles. Quelquefois la rupture avec le conjoint leur a donné un gros coup en fait au niveau de la confiance, et du coup retrouver confiance en elles, ça arrive qu'elles viennent me consulter pour ça. Oui. D'accord. Donc, par rapport à cette idée de confiance, oui. Ok. Et ouais, je pense que c'est effectivement important de prendre soin de soi, et pour reprendre confiance en soi, effectivement, la sophrologie, donc du coup, peut être un outil... Donc pour la confiance, pour le stress, pour les troubles du sommeil, vraiment la sophrologie, c'est un outil qui permet de se redécouvrir, de savoir un petit peu mieux. Alors on ne parle pas de ces problèmes du passé, on ne parle pas de comme chez le psy en fait, on n'est pas là pour aller gratter et chercher le pourquoi du comment. On est là pour se tourner vers l'avenir. Donc comment on voit la vie plus tard et sur quel chemin on a envie d'aller. C'est ça en fait, la sophrologie aussi, c'est ça, c'est qu'on est tourné sur l'avenir et pas tourné sur le passé. C'est la différence qu'il y a avec avec la thérapie. Et par exemple, demain si je dois venir te voir, comment ça se passe justement, enfin je te raconte ma vie en mode de psy, enfin j'exagère mais en mode de psy, enfin comment ça se passe concrètement, c'est une séance de façon classique, comment ça se passe? Alors en fait, un accompagnement sophro, enfin en tout cas avec moi, c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours une première séance de découverte. C'est ce que j'appelle la séance anamnèse. Donc cette séance, en fait, c'est une séance où on va discuter à bâton rompu. Alors j'ai une petite trame de questions à poser aux gens pour rien oublier. Donc on va parler du pourquoi ils viennent me consulter, pourquoi, quelles sont leurs envies de mieux-être. On va essayer d'évoquer un petit peu s'ils ont des maladies, si ils ont des phobies, s'ils ont peur de quelque chose, voilà, pour que moi je puisse construire mes séances ensuite. Donc ça c'est la toute première séance, et la toute première séance elle se termine toujours par un exercice de respiration et un premier scan du corps pour voir si on arrive à se détendre. D'accord. C'est pas qu'il y a des gens qui sont pas réceptifs ou d'autres qui le sont. C'est pas comme l'hypnose en fait. On n'est pas sur quelqu'un qui est réceptif ou pas. Il y a des gens qui ont du mal à se détendre et je vais juste le voir là. Et à ce moment-là, la relaxation sera différente.
l'exercice sera légèrement différent, c'est-à-dire que j'irai peut-être plus vite sur le scan du corps et que j'irai plus rapidement sur la visualisation. Enfin bon, voilà, je m'adapte. D'accord. Donc ça, c'est la première séance qu'on fait. Donc comme ça, les gens ils voient un petit peu ce que je propose. Et ensuite, ce que je fais, c'est que en fonction de ce dont on a parlé pendant la séance anamnèse, je construis un programme personnalisé de plusieurs séances. Alors, ça va jamais au-delà de 10-12 séances. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bref. Et on fait par étapes pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on a déterminé ensemble lors de la première séance. D'accord. Voilà, ça se passe toujours... Ça ressemble au coaching. Ouais, voilà, ça ressemble au coaching, ouais. Donc voilà, ça se passe toujours plus ou moins comme ça. Chez les enfants, c'est à peu près la même chose, sauf que il y a beaucoup moins de séances. En général, on est au maximum aux alentours de 6 à 8 séances. Pour les enfants. Pour les enfants. Et les ados, c'est plutôt comme les adultes. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Parce que les ados, en fait, il y a toujours 1 ou 2 séances où ils ont besoin de parler, et moi, je les écoute. En ayant 2 ados et demi à la maison, parce que le dernier, il a 9 ans, donc il est pas tout à fait encore dans le stade ado, mais en ayant 2 ados à la maison, je sais que quelquefois, ils ont vraiment besoin de parler, et surtout quelqu'un d'extérieur, ça permet de débloquer des situations, quelquefois simplement d'être écouté, ça leur permet de débloquer des situations. Donc voilà, j'explique aux parents au début que de toute façon, il y aura peut-être 1 ou 2 séances où on va pas faire d'exercice, où on fera que parler. En général, ils sont contents. Voilà. Oui, mais parce que je pense qu'en plus, les ados, ils sont pas tant écoutés que ça. C'est ça. C'est vrai, hein. J'ai un ado à la maison et c'est vrai que je me rends compte des fois que, ouais, on prend pas forcément ce temps et c'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, il existe la sophrologie, entre autres, pour pouvoir parler. Tout à l'heure, tu parlais de bien-être, justement. La sophrologie, tu parlais de confiance en soi, etc. Elle permet d'autres choses aussi que la confiance en soi. Tu parlais de stress, la respiration et tout ça. C'est en quoi elle aide au mieux-être, justement? Alors en fait, on ne prend jamais le temps de se concentrer sur les choses qu'on fait naturellement. La respiration, c'est une technique, enfin c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Tu peux pas vivre si tu respires pas. Donc en fait, simplement se recentrer sur soi, on va prendre conscience de sa respiration, prendre conscience de comment elle est là à l'instant T, et donc du coup on va voir que quand on respire d'une certaine façon, peut-être avec une inspiration et une expiration plus longue, avec différentes techniques, on va se rendre compte que notre corps va réagir différemment. Donc on va trouver de l'apaisement, du bien-être. C'est grâce à ça en fait que on peut découvrir le bien-être. Et après, quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est un petit peu la visualisation positive, mais en fait c'est le positif, voir du positif dans chaque chose. Il peut y avoir des semaines qui sont vraiment pourries au quotidien, et en fait ces semaines qui sont pourries, il faut s'entraîner à trouver un truc positif dans cette semaine. Par exemple, il a plu toute la semaine, on a crevé, on a été obligé de prendre le bus, finalement il y a eu coupure d'internet, on n'a pas pu voir Netflix. Ben qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert un bouquin, ben ça c'est positif. Et finalement ce bouquin était hyper intéressant. Pourtant la semaine a été vraiment pourrie. Et finalement qu'est-ce qu'on va faire? Notre inconscient ou notre conscient, notre cerveau, je vais pas rentrer dans inconscient et conscient, mais notre cerveau va retenir que cette semaine effectivement a été pourrie, mais il y a eu un truc positif. Et ce truc positif, c'est d'avoir ouvert un bouquin qui était hyper intéressant. Et là, en fait, on va retrouver une sorte de bien-être. Mais c'est un entraînement. Oui, bien si sûr. on s'entraîne pas, effectivement, on va pas pouvoir y arriver. Ouais, mais voilà, c'est une vision de la vie qui est différente. Ouais, en fait, pour le coup, moi, avant de me séparer, j'étais très négative et j'ai appris à être positive parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à se focaliser sur ce qui est négatif. Moi, j'ai eu un gros problème lié à ma solitude, justement, et je ne voyais que le fait que je suis seule. Enfin, après, c'est vraiment une question de point de vue, en fait. C'est ça. Et donc, quand t'es négatif, effectivement, si tu vois ta semaine de merde, comme tu l'as dit, voilà, elle a été merdique. Mais à partir du moment où tu te focalises sur autre chose, et puis je pense que tu habitues ton cerveau à voir plutôt les choses positives que négatives. Mais ouais, ça doit pas être facile, et comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi un exercice régulier. Alors tu le dis 1 fois par semaine, moi je sais que je m'étais donné cet exercice tous les jours. C'est ça. Ou avant de m'endormir, j'essayais tu as le livre de, Florence, j'écorcherai son nom là tout de suite, mais les 3 kiffs par jour. C'est ça. C'est ça. Ou le soir, je me disais, repense à 3 choses positives. Et des fois, 3 choses positives, c'est hyper compliqué, quoi. C'est ça.
Et après, il y a la façon de faire aussi le matin, se dire bon allez, ok, hier ça avait été une journée moyenne, aujourd'hui ça va être une bonne journée. Donc on se dit voilà, ça va être une bonne journée. Et puis bon, le soir on fait le point et on se dit bon alors est-ce que ça a été une bonne journée? Oui, bah tiens, aujourd'hui j'ai reçu un courrier, il y avait une bonne nouvelle, ou bien la série que j'ai regardée c'était trop bien, ou alors les enfants ont eu des bonnes notes à l'école, peu importe. Mais trouver un truc positif dans la journée, c'est chouette quoi. Ouais, et en fait mais là tu marches à un sens inverse, c'est en gros c'est tu commences ta journée en te disant aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Ouais. Et est-ce que indirectement, voilà, tu parlais d'inconscient et tout ça, est-ce que du coup inconsciemment on se dit pas bon on a donné un peu comme c'est un peu comme si on s'était donné l'ordre au cerveau de se dire bon aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Ouais, alors ça peut être en fait donc le fait de voir tout en positif, alors c'est pas tout en positif parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais voir beaucoup de positif, ça c'est comme quand tu lis les mantras. Les mantras en fait, mais à partir du moment, je vais te donner un exemple tout bête. Tu passes devant le miroir tous les jours et tous les jours tu vois que tu as un point noir, une ride, des cheveux blancs et tu te focalises là-dessus. Non, j'en ai un peu plus. Bon, admettons. Et en fait, ok. Et en fait, tu repasses tous les jours devant le miroir et là, tu vas essayer de ne pas voir ce point noir, ces rides et ces cheveux blancs. Okay. Et tu vas te dire, ok, bah j'ai des jolis yeux, je vais me maquiller de telle sorte à ce que je me trouve jolie. Et tous les jours, tu vas te dire, je suis belle. Ok. Ça, si tu le fais tous les jours, en fait, cet exercice-là, ça va te permettre de conditionner ton cerveau, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et tu vas te dire, ouais, finalement, ah ouais, je suis pas si mal que ça. Mm-hmm. Alors tu te trouveras pas hyper belle comme, je sais pas, à qui tu veux ressembler, mais tu seras, en tout cas, acceptable à tes yeux. Ouais. Et ça, c'est chouette de le faire. Voilà, on a tous des problèmes physiques, on a tous du mal à s'accepter. Moi, j'ai des kilos en trop, bon bah ok. Mais finalement, quand je me regarde dans le miroir, je me dis ouais, bah c'était pas si mal que ça. Oui, voilà. C'est ça. Après, c'est aussi une question de faire un focus sur quelque chose plutôt que tel autre et essayer d'être effectivement positif. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, je pense que le fait tu te conditionnes indirectement le matin si tu te dis aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Après bien sûr, bon, il peut toujours avoir des aléas et tout. Et après je pense que ce que tu as dit aussi finalement est important, c'est que tu te dis ça le matin mais le soir aussi. Ouais. Et ça souvent on a tendance à un peu à oublier. Ouais. C'est que on se donne parfois des objectifs ou des voilà et puis derrière on voit pas ce qu'on a fait, bien, mal et tout ça, donc finalement on l'a fait, on l'a pas fait, bon, alors, c'est ça. On finit peut-être après coup à se dire ah en fait ça c'était bien, c'était pas bien, mais c'est un peu trop tard finalement. Que le fait de se le faire peut-être le soir, là ça permet vraiment aussi de se poser. Enfin tu parlais de bien-être, alors je crois que en off entre guillemets on avait parlé de penser à soi. Ouais. Et c'est une façon de se recentrer sur soi finalement aussi. Se recentrer sur soi et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Lâcher prise, bon, tout le monde parle du lâcher prise, hein. Lâche prise pour n'importe quoi. Ton fils qui a des mauvaises notes, bah tu peux pas contrôler ce genre de choses, ou si tu peux le punir. Ouais, tu peux le punir, mais non, c'est pas bien. Mais lâcher prise sur le fait que moi mon fils fait de la breakdance, il peut se faire mal, bon bah ouais, mais t'y peux rien en fait. Ouais, donc du coup, le lâcher prise en fait c'est simplement, ça c'est autre chose, mais que j'évoque là maintenant. Le lâcher prise, c'est simplement accepter ce que tu ne peux pas changer. Donc ton physique, il est là, tu peux pas le changer. Bon, mis à part si tu perds 10 kilos, que tu changes ta couleur de cheveux, mais tu ne peux pas changer. Oui. Tu es qui tu es en fait. Oui, si tu es trop petit, tu es trop petit. Si voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et finalement, c'est ça le lâcher prise, c'est ça le bien-être, et tendre vers le bien-être, c'est ça en fait. Mais après, on pourrait en discuter pendant des heures. Redis-moi, le lâcher prise, je vais essayer de l'intégrer. Le lâcher prise, c'est accepter les choses que tu ne peux pas changer. C'est accepter les choses que tu ne peux pas changer. Ouais, parce que souvent on a tendance effectivement, comme tu le dis, à mettre le lâcher prise un peu à toutes les sauces, en disant ouais, il faut que je lâche prise. Mais moi, pour moi, le lâcher prise aussi, c'est ça, c'est tu fais un focus là-dessus vraiment. Ouais, mais c'est vrai, ouais, si tu peux, ouais, mais des fois tu peux changer quand même. Ah, mais il y a des choses que tu peux changer, mais en fait, si tu focalises plus sur le fait que tu peux pas changer les choses, ben en fait, tu vas pas être focalisé sur, enfin, tu vois, c'est un espèce de cercle vertueux. Essayer de se défocaliser des choses qui bloquent
Ouais, tout à fait, je vois. Et ça te permet de lâcher prise, en fait. Ouais. Enfin, moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais focalisée sur le fait que j'étais seule. Ouais. Je suis seule. Je le répétais, mais 10 fois par jour. Enfin, j'exagère, hein, mais je le répétais souvent, alors que pourtant, j'étais quelqu'un de très entouré. Le focus que tu fais, c'est tout le monde autour de moi est en couple, mais moi, je suis seule, quoi. Et ouais, et là, t'as cette idée de lâcher prise. Enfin, je peux rien. Oui, tu peux rien, oui et non. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire aussi pour rencontrer. Peut-être que tu les fais pas. Après, t'es pas obligé de vouloir rencontrer quelqu'un. Quand t'es célibataire et que tu es seule, que tu souffres de la solitude, il faut arriver à accepter d'être avec soi-même. Tout à fait. Mais sur le moment, en tout cas, quand tu le vois comme un gros caillou dans ta chaussure. Ouais. Enfin, je veux dire, tu ne vois que ça. Et voilà, on parlait de focalisation, tu ne focalises que là-dessus. Après, avec le recul, moi, je sais qu'effectivement, avec le recul, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais arrête de vouloir à tout prix être avec quelqu'un, sois bien avec toi-même. C'est ça. Pareil, on parlait tout à l'heure de s'aimer, comment quelqu'un peut t'aimer si toi tu ne t'aimes pas. C'est ça. Donc, je pense que, pour en revenir aussi à la sophrologie, tout ça permet d'être mieux avec soi-même, de se focaliser sur soi via la respiration. Et je pense que c'est quelque chose, effectivement, tu dis que la respiration, c'est ce qu'on fait, pour vivre, mais finalement, on l'oublie. Oui. Et en fait, moi, j'ai fait quelques fois des exercices de respiration. Hélas, pas assez, parce que je pense que c'est ce que tu dis, c'est vraiment une habitude et quelque chose qui se travaille. Et effectivement, on parlait de lâcher prise aussi. Dès que tu te focalises sur quelque chose, ça, c'est un bon exemple d'ailleurs. Quand des fois je me focalisais sur quelque chose parce qu'un mec m'avait pas répondu, parce que peu importe, mais il y avait un gros point noir, le fait de se recentrer sur soi et sa respiration, finalement, même le problème finalement n'est plus vraiment un problème parce que t'y penses plus. Il devient tout petit, ouais. C'est vrai, ouais. Et ça, c'est vraiment... Mais justement, on parle beaucoup là de respiration et tout ça. Est-ce que tu as peut-être un exercice à nous proposer là maintenant sur la respiration qu'on peut l'appliquer peut-être sous forme de rituel tous les jours, matin, midi et soir? Enfin, j'exagère, mais voilà. Alors, un exercice que vous pouvez faire tous les jours, que tu peux faire tous les jours, que tu vas pratiquer avec moi. Ah, d'accord. Ok. Ça va être un exercice très simple. En fait, donc là, on est assis sur des chaises, donc on peut être assis sur son canapé ou même allongé, mais l'idée, ça va être juste d'être assis confortablement ou d'être dans une position confortable. Ok. Alors, je te laisse t'installer. Je m'installe. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma chaise qui fait des bruits bizarres. Mais c'est bon. Ok, je suis prête. Ok, l'idée, ça va être quand même d'avoir le dos droit, les épaules basses et les bras posés sur ses cuisses. On va fermer les yeux quelques instants et on va sentir simplement sa respiration, donc l'air qui rentre par son nez. Et peut-être quand on expire, on peut souffler doucement par la bouche. Et puis je vais vous inviter, donc je t'invite Alexandra à mettre ta main droite sur ta poitrine et ta main gauche sur ton ventre. Et là, on va simplement observer sa respiration. Donc, essayez de voir quelle main bouge le plus. Alors peut-être que c'est la main du haut, la main droite. Ou bien est-ce que c'est la main gauche? Ou alors est-ce que c'est les deux? Peu importe. On se met à l'écoute de sa respiration. On inspire tranquillement et on expire tranquillement pendant quelques respirations. Et puis on va avoir l'intention de respirer avec le ventre. Alors quelquefois c'est pas facile d'inspirer et de gonfler son ventre et d'expirer en le dégonflant. Donc ne vous focalisez pas dessus. Vous allez simplement poser vos deux mains l'une sur l'autre, sur le ventre. Et vous allez vous dire que vous avez l'intention de respirer avec le ventre. Donc vous pouvez peut-être observer que l'inspiration est plus profonde et l'expiration plus ample. Et peut-être que vous pouvez remarquer que votre ventre bouge légèrement. Et vous pouvez vous concentrer sur la position de vos mains, l'une sur l'autre. Sentir la chaleur de vos mains, posées l'une sur l'autre. Et sentir toujours le mouvement léger de votre ventre à chaque respiration. Et vous allez pouvoir respirer comme ça pendant quelques instants.
Et là maintenant, vous allez vous mettre à l'écoute de votre corps. Essayez de percevoir votre tête et votre visage. Essayez de percevoir vos épaules qui sont basses et détendues. Sentir vos bras posés, vos 2 mains sur votre ventre, votre dos qui se relâche tout doucement, votre thorax et votre poitrine qui bougent légèrement à chaque respiration, votre ventre avec lequel vous respirez légèrement également. Vous pouvez percevoir également votre bassin, vos muscles fessiers qui sont posés sur leur support, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds qui sont en train de se relâcher. Et à nouveau, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Et là, vous pouvez sentir peut-être que votre corps est plus détendu, plus apaisé. Sentir que votre respiration est plus calme et que vous-même, vous êtes plus détendu. Prenez le temps d'observer encore quelques instants. Et puis vous allez pouvoir relâcher vos mains sur vos cuisses. Prendre le temps de faire une grande inspiration et souffler fortement pour vous dynamiser. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds, vos épaules. Et dans le respect de vous-même, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Alors, c'est chouette. J'ai fait que bailler. Ça veut dire que t'as lâché. C'est vrai. Oui. Justement, j'ai plusieurs fois baillé et non, c'est vrai, effectivement, tu te sens plus détendu, plus apaisé, plus ouais, non, franchement, c'est top. Je sais pas comment vous l'avez perçu, vous qui écoutez, mais et du coup, quand c'est que tu conseilles de faire ça? Du coup, idéalement, est-ce que c'est le matin ou à un moment où tu te sens stressé? Tout le temps. Ça peut se faire vraiment tout le temps. À n'importe quel moment de la journée, le matin, pour reprendre conscience de votre corps quand vous vous levez. Alors, avant de vous lever, en fait, moi, ce que je conseille de faire, c'est ce petit exercice. Vous asseyez au bord de votre lit avant même de vous mettre debout. Vous prenez conscience de vos pieds qui sont au sol. Vous faites cette respiration. Et comme ça, vous prenez conscience de votre corps, de votre respiration. Vous pouvez même vous dire que vous êtes ancré dans le sol, comme si vous étiez un arbre avec des racines qui sortent de vos pieds. Bon, mais là, je vous emmène un peu dans un exercice différent. Mais voilà, vous dire que la journée va bien se passer. Vous vous êtes bien réveillé. N'hésitez pas à vous étirer, c'est hyper important aussi. C'est quelque chose que les animaux font. Ils s'étirent avant de se lever quand ils ont fait une sieste ou quand voilà. Donc nous on le fait plus parce que on est trop pris par le quotidien. Donc je conseille vraiment à tout le monde avant de poser les pieds par terre ou au moment de poser les pieds par terre de bien s'étirer, bien mettre les bras. Enfin voilà, j'ai mes coudes qui craquent, mais de bien s'étirer pour vraiment reprendre conscience de son corps, reprendre conscience de on est là, on est présent à soi-même. C'est vraiment ça, être présent à soi-même. Et la respiration permet d'être là, présent à soi-même. Faire cette respiration au moment où on a un entretien avec la RH, ou alors au moment où on va parler à sa belle-mère, ou voilà, un moment un peu stressant. Ouais, à un moment donné où on veut envoyer un message à un gars et on se dit non, je le fais pas. Respire. C'est ça. Oui, voilà, peu importe. C'est vraiment un truc qui va vous donner du courage, qui va vous donner, qui va vous permettre de vous relâcher aussi. Vous allez vous recentrer sur vous-même et ça n'a pas de prix en fait, ça permet vraiment d'être mieux avec soi-même tout simplement. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ouais, comme tu disais, du coup ce type d'exercice c'est par exemple utile quand en période de stress aussi peut-être pour essayer on parlait de lâcher prise tout à l'heure, mais pour se recentrer sur soi, ce que tu disais. Ouais. D'accord. Tu as parlé de sommeil tout à l'heure. Oui. Que ça pouvait aider justement le sommeil. C'est les respirations qui vont aider justement à avoir un meilleur sommeil, parce que je fais partie de ces gens qui, depuis que je me suis séparée, mais c'était le cas déjà un peu avant, où je passe de très mauvaises nuits,
Est-ce que c'est des techniques de respiration peuvent aider justement pour ou qu'est-ce qui va faire que justement l'accompagnement est nécessaire pour améliorer son sommeil? Alors les troubles du sommeil, il faut. Alors là, je reprends un petit peu ma casquette infirmière. Les troubles du sommeil, ils viennent de plusieurs choses. Il y a des causes physiologiques. Des fois, on a le sommeil qui est perturbé par son travail parce qu'on a des rythmes inversés, ce genre de choses. Il faut voir que on prenne pas trop d'excitants, donc café, coca, ce genre de choses. Vérifier que on ne mange pas trop lourd le soir. Et ensuite, il y a le petit vélo qui se met en marche, qui fait que on a des nuits perturbées. Ça, voilà. Et en fait, la sophro, donc une fois qu'on a éliminé tous les problèmes somatiques, finalement, toutes les maladies possibles ou tous les problèmes extérieurs qu'on peut résoudre, donc en enlevant le café après 17h, ce genre de choses, on peut rectifier avec donc les techniques de respiration. Il y a quelque chose de tout à fait simple, c'est pas de la sophrologie, mais en fait les militaires quand ils sont en mission, il faut qu'ils s'endorment très vite pour qu'ils puissent récupérer très vite. Et en fait, ils font la technique du balayage corporel comme on a fait tout à l'heure dans la respiration. Et ça permet déjà d'induire le sommeil. Tu t'es relâché et t'as baillé, c'est parce que tu as senti que tu avais ton corps qui se relâchait. Et si tu vas de façon plus profonde en position allongée, tu vas voir que le sommeil va arriver très rapidement. De balayer ton corps, de sentir tous les points d'appui de ton corps, et puis ensuite de te concentrer sur ta respiration. Donc ça va régler l'endormissement. Ouais. D'accord? Ah, okay. Donc, pouvoir se rendormir facilement au cours de la nuit si jamais il y a une insomnie, voilà. Et ensuite, d'aller traiter et d'aller réguler les émotions, ça va permettre au petit vélo qui se met en marche au niveau de notre cerveau d'être plus apaisé, en fait. Et donc, du coup, il y aura moins de réveils nocturnes et il y aura vraiment une régulation qui va s'opérer sur tout le sommeil en général. Mais c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs séances, parce que la technique d'endormissement, elle est facile. D'ailleurs, j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube une technique pour s'endormir. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Mais faire en sorte que on ne se réveille plus la nuit, ça c'est vraiment de la rééducation. En fait, c'est faire en sorte que on n'ait plus trop de soucis dans sa tête, qu'on ne pense plus, qu'on laisse les pensées derrière, et qu'au moment où on se met au lit, on se met vraiment au lit. D'accord. Ouais, parce que moi je sais que je me réveille 2, 3, 4 fois par nuit, ouais. Et pourtant j'ai pas le sentiment que ça mouline en fait. C'est le cas depuis tant d'années que je pense que ça devient aussi un peu comme une habitude, où je suis incapable de passer une nuit complète, soit je me lève pour aller aux toilettes, soit j'ai soif, soit il y a toujours quelque chose qui fait que après j'ai un sommeil très léger aussi, donc le moindre bruit, mon chat qui descend de mon lit me réveille, mais du coup les techniques de respiration peuvent aider peut-être en suivant pour d'accord, okay. Ça peut, et mais après effectivement, le sommeil, c'est une technique de rééducation, comme tu disais. Ça fait longtemps que tu te réveilles, que tu as un sommeil haché, et il faut arriver à retrouver une façon de dormir différente. Mais après, ça dépend si ça te gêne, hein, parce que en fait, ça c'est pareil. Le fait de se réveiller la nuit, si juste tu ouvres les yeux, tu te réveilles, et en fait tu te rendors, ça pose pas vraiment de problème. C'est un réveil haché, mais ça pose pas vraiment de problème. Si à chaque fois tu te lèves, que tu regardes ton téléphone, que finalement ça dure 1 heure, bon là ça devient plus problématique. Non, mais j'ai l'impression, en tout cas, que du coup c'est moins réparateur. Des fois j'ai l'impression de me réveiller le matin et d'être fatiguée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai un sommeil tellement haché que je me sens, voilà. Donc après, effectivement, ok, j'entends, c'est de la rééducation, donc je vais venir te voir. C'est ça. On arrive gentiment donc à la fin de cette interview. Tu nous as parlé un petit peu donc des différentes modalités de ton accompagnement, les personnes que tu accompagnes, une durée de séance, tu l'as pas dit, ça peut durer combien de temps en moyenne? 1 heure? Ça dure 1 heure. 1 heure. 1 heure, ouais. 1 heure, ok. Donc ça pouvait aller jusqu'à 12 séances maximum. Ouais. Demain, je peux venir et faire que 2 séances, c'est possible aussi, ou c'est quand même plutôt long? Alors, en fait, c'est mieux quand on vient. Alors, on peut venir parce que on a un problème de stress très ponctuel, et à ce moment-là, on fait que 2 séances, c'est possible. Mais ça sera défini au début dans la séance anamnèse. Après,
quand je fais un programme, je le dis aux gens, c'est mieux de s'engager jusqu'au bout du programme parce que c'est un engagement vers soi-même. C'est pas un engagement vers moi. Voilà, je vous aide. Hein. Donc l'idée c'est que je puisse vous guider et vous accompagner jusqu'au bout, mais c'est surtout pour vous que le travail soit fait jusqu'au bout. Et ça vous permettra d'avoir ce sentiment d'objectif atteint. D'accord. Mais il n'y a pas de limite de temps, en fait. Vous pouvez venir, je sais pas, une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines. Alors, moi, j'aime bien quand ça se fait plutôt une fois toutes les 3 semaines, mais après, ça dépend de l'objectif toujours et de la personne. Ou ça peut être une fois tous les 15 jours. La fréquence est vraiment très dépendante de la personne que j'accompagne. Mais si, pour des raisons financières, parce que la sophrologie, il faut aussi savoir que c'est une technique qui est parfois remboursée par les mutuelles. Donc c'est intéressant de voir que si jamais c'est remboursé par la mutuelle, voilà, de me le dire et de dire que voilà, du coup, c'est une séance par mois ou 4 séances par an. Et à ce moment-là, on s'arrange et on fait en sorte que ça fonctionne sur le plan de la mutuelle pour que ça soit pas trop onéreux pour vous, parce que le coût d'une séance, c'est 50 €. D'accord. Avec moi. Okay. Mais voilà, après c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Ok. Et après tu dis c'est plutôt du présentiel ou tu peux faire du distanciel aussi? Alors je fais de l'accompagnement en visio. D'accord. C'est quelque chose que j'ai mis en place là depuis le Covid. D'ailleurs j'ai changé de fournisseur pour les visios. Avant je faisais sur Zoom, mais bon c'était contraignant. Donc du coup maintenant le système il est le même. Il n'y a pas besoin d'installer d'appli. C'est le même principe que Zoom en fait. On fait des séances et c'est réservable par le site par lequel je fais les réservations, créneau libre, c'est voilà. Les gens peuvent prendre rendez-vous en visio ou en présentiel via créneau libre. Ok, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ça. Juste, as-tu peut-être, pour terminer, un conseil particulier pour les célibataires qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à, je sais pas, la sophrologie, ou je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à leur communiquer? Moi, ce que j'aurais envie de dire aux personnes célibataires, c'est que en fait, être célibataire, c'est pas une tare. Alors bon, moi je suis mariée effectivement, donc voilà, mais d'être célibataire, c'est pas une tare et il faut apprendre effectivement à vivre bien avec soi-même. Et grâce à ça, vous pourrez mieux vivre votre célibat ou rencontrer quelqu'un, peu importe, mais être bien avec soi-même, je pense que c'est vraiment la motivation la première. Et je le conseille aux personnes célibataires, mais aux personnes qui nous écoutent en général. C'est un travail de toute une vie d'être bien avec soi-même, mais je crois que c'est vraiment essentiel. Mais je te remercie beaucoup pour cette interview. Tu veux rajouter peut-être quelque chose ou c'est bon pour toi? Dis-moi. Non, je te remercie de m'avoir invitée. Et bien en tout cas avec grand plaisir et du coup de toute façon je mettrai en description tous tes Instagram, tu parlais de YouTube, etc. Encore merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!